D'abord, un grand merci à Isabelle et aux amis d'Odessa de me permettre aujourd'hui de vous rencontrer et de vous parler de ma démarche, de ce que j'ai entrepris pour arriver in fine à rédiger ce petit ouvrage qui est un petit roman ou une longue nouvelle et que j'ai appelé Adieu Kishinev. Alors c'est une démarche qui est très personnelle parce que j'ai senti à un moment donné l'envie, le besoin de voir ce qu'il y avait il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, voir un petit peu les racines de ma famille parce que le destin a fait que j'ai été, moi et ma famille, coupés de ce passé. Donc, ma famille a quitté Kishinev en 1903. C'est bien le pogrom de 1903 à Kishinev qui a été le moment marquant et qui va être un moment où la famille va avoir une rupture avec son environnement. Et je voudrais ajouter que 50 ans plus tard, il s'est passé à peu près la même chose, mais cette fois-ci c'était à partir d'Égypte, où là nous vivions, et mon père a décidé en un temps record de quitter l'Égypte, et il a réitéré de cette façon-là ce qu'avait fait son propre père 50 ans auparavant. Donc ce que je vous propose, c'est de remonter le passé et de commencer par Odessa. Cette photo introductrice d'Odessa, c'est pour montrer à quel point c'est une ville magnifique. C'est un endroit extrêmement connu, puisqu'il y a la statue de Richelieu, qui a été quelqu'un de très important. C'est pas le Richelieu d'avant, mais c'est un arrière-petit-neveu, quelque chose comme ça, qui a été quelqu'un de très important pour Odessa. Donc, retour à Odessa, mais j'aimerais que nous retournions au début du XXe siècle. Début du XXe siècle, la première photo, c'est le port d'Odessa. Alors il faut le regarder de près parce que on ne voit pas très bien, mais ce qui est important et très intéressant dans ce paysage, c'est de voir la rencontre entre la modernité et le passé. Alors la modernité, c'est le port d'Odessa qui a fait la richesse, une des richesses fondamentales de la ville. C'est l'arrivée d'un train de marchandises pour montrer qu'il y avait déjà des infrastructures extrêmement importantes. On voit des cargos qui sont dans le port prêts à appareiller. On voit aussi, et c'est important pour ma famille, des paquebots, parce qu'il y avait des lignes régulières qui étaient organisées d'Odessa et qui circulaient dans toute la Méditerranée. Et tous, pour les choses anciennes, parallèle au quai, il y a une voie de desserte avec des voitures à cheval. Donc c'est, en ce début du XIXe siècle, c'est donc la rencontre entre le développement industriel, le développement de la ville et les traces encore du passé. Et on est dans ce passé, on est dans l'Empire russe. Alors, autre photo qui date également de cette époque, mais c'est pour faire aussi un clin d'œil avec ce qui se passe aujourd'hui. On est en 1900, c'est l'inauguration de la statue de Catherine II. Alors il y a une foule énorme, il devait y avoir de la musique, etc. Ça a suscité infiniment d'allers-retours, de polémiques autour de cette statue de Catherine II. Mais 123 ans, 122 ans plus tard, c'est-à-dire le 28 décembre 2022, c'est-à-dire il y a 4 mois, la statue de Catherine II a été déboulonnée. C'était la volonté des Odessites, des Ukrainiens, de dérussifier l'Ukraine. Voilà, donc on a planté le décor, on est en 1903, et là je vais avoir une pièce à conviction, dont je vais vous dire un mot, et 2 protagonistes. Alors la pièce à conviction, c'est un passeport. Il porte le numéro 12512. Il est décerné exactement, il est livré exactement le 18 décembre 1903. La personne à qui il est attribué, c'était mon grand-père. Il s'appelle Abraham Bartman. Il signe en caractère cyrillique
Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est de voir sur le passeport écrit, enfin imprimé en français, détenteur du porteur. Donc je pense que c'était dans le cadre du français langue diplomatique, les passeports internationaux, voilà. Et donc le grand-père a signé en cyrillique et en lettres latines. Alors les protagonistes que l'on voit sur cette photo, il y a d'abord l'homme, il a une trentaine d'années, une petite trentaine d'années à ce moment-là. C'est un monsieur très grand, très élégant, assez séducteur. Il vient de Kishinev. Et dans le passeport, il y a une chose à noter, ou plutôt un trou à noter, c'est qu'il n'y a pas sa date de naissance, il n'y a pas son lieu de naissance, et je peux dire que pour notre famille, ça restera un mystère. On sait à peu près, mais on ne sait pas exactement. Par contre, ce passeport mentionne que le nom de son père, qui s'appelle Govchi, et on mentionne que son père était membre de la 2e guilde des marchands, une référence qui est très importante, parce que pour moi, ça m'a permis de suivre, de retrouver dans les chevaux de la famille quelques éléments, parce que chaque fois, on marque la référence à la 2e guilde des marchands. J'ajouterais que ça voulait dire que cet arrière-grand-père était quelqu'un de relativement aisé, parce que appartenir à la 2e guilde des marchands, ça voulait dire être capable de payer des droits d'entrée qui étaient relativement élevés et payer des taxes au fil des années. Donc, pour exercer une activité et avoir le droit d'avoir une activité un petit peu plus large que le petit commerçant du coin, c'était donc une possibilité, mais elle était financée. C'était un petit peu d'une sorte d'impôt sur la fortune avant l'heure. J'ajoute que ce grand-père était quelqu'un d'éduqué parce qu'il parlait russe et il parlait le français. La dame s'appelle Elisabeth Louise Slotsky. Là, elle a le 18 décembre 1903, elle vient d'avoir 28 ans. Elle est enceinte de 5 mois et Abraham est son 2e mari. Elle a été mariée une première fois, elle est devenue veuve à l'âge de 25 ans et elle a 2 petites filles qui s'appellent Nina et Fanny et toutes les 2 vont être adoptées par Abraham et elles porteront son nom. Le passeport délivré, donc le passeport est délivré, on est à Odessa le 18 décembre. Ils vont rester quelques jours et le 4 janvier, ils vont s'embarquer sur un bateau. Alors, d'après la légende familiale, on pensait qu'ils seraient peut-être allés en France. Le grand-père parle en français, ça paraissait quelque chose de normal. On suppose que l'affaire Dreyfus a quelque peu refroidi leur projet. On suppose, autre hypothèse, qu'ils avaient l'intention de gagner l'Amérique, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de Juifs qui sont partis d'Odessa et de Kishinev à cette époque sont partis en Amérique. Néanmoins, ils partent le 4 janvier d'Odessa. Ils arrivent le 8 janvier à Alexandrie et là, ils débarquent à Alexandrie. Alors là aussi, on dit qu'il y avait une épidémie de choléra, ils ne pouvaient pas repartir, enfin bon, des histoires de cette nature. Évidemment, tout ça, ce sont un peu des mythes, des légendes. On n'a pas réellement moyen de vérifier tout ça, mais la seule certitude, c'est qu'ils arrivent en Égypte et là, ils ne vont plus en bouger. Ils vont partir sur Alexandrie, ils vont partir au Caire. Là aussi, ce qu'on suppose, c'est qu'ils sont allés au Caire. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'opéra. L'opéra qui a été construit au moment pour l'inauguration du canal de Suez. Et c'est là où, pour la première fois, a été jouée Aïda. Et la famille, ne pouvant se passer de musique, ne pouvait pas rester à Alexandrie. Il fallait qu'elle se rende au Caire.
Donc voilà, ça c'est les choses à peu près connues. Alors à partir de ce moment, je dis ces photos, ces quelques éléments, j'ai donc cherché à en savoir plus. Alors donc là avec notamment ma nièce qui est ici et sa sœur, nous sommes partis à Odessa, nous sommes partis aussi à Kishinev pour chercher des éléments. J'avais beaucoup de questions, je me posais beaucoup de questions à l'époque. Je me disais, pourquoi ce grand-père, qui avait une vie somme toute relativement aisée à Kishinev, pourquoi est-il parti? Je me suis posé la question de savoir, avait-il des frères, avait-il des sœurs? Je me suis posé la question de savoir comment était la vie sur place, à Kishinev. Est-ce qu'il vivait plutôt à Kishinev? Est-ce qu'il vivait plutôt à Odessa? Donc, en allant dans ces deux lieux, je cherchais avant tout à récolter des informations. Avant de trouver et de récolter ces informations, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait comme une documentation sur Kishinev, sur la Moldavie, la Bessarabie, avant d'entamer le voyage. Alors là, je vais faire un petit tour sur la Moldavie aujourd'hui. J'ai souligné un petit peu en rouge sur la carte. C'est un tout petit pays qui est enserré entre l'Ukraine et la Roumanie, qui est aujourd'hui encadré par deux fleuves qui s'appellent le Dniepr à l'est et le Prout avec un gros nom à l'ouest. Ce tout petit pays qui couvrait une partie de la Bessarabie précédemment a connu des destins extrêmement divers. Il a été rattaché à l'Empire russe en 1812 jusqu'à 1918, puis après c'est la Roumanie, il a eu un petit moment d'indépendance, et puis après de nouveau c'était les Soviétiques, et puis de nouveau les Roumains, et puis de nouveau les Soviétiques, jusqu'en 1991, où la Moldavie est devenue indépendante. Alors c'est un pays qui est grand comme la Belgique, pas plus, pas plus grand que la Belgique, et il y a 3 millions d'habitants, 1 million de diaspora. Alors, je voudrais vous lire quelques éléments qui concernent la Moldavie. Ce sont des textes qui datent tous les deux de 1919, et je pense qu'ils éclairent un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. Alors, je disais, la Moldavie, en gros, personne ne la connaissait, presque personne. Il y a ceux qui avaient des références littéraires, je pense à Tintin, dans le sceptre d'Ottokar. L'action se passe, l'action se passe en Sildavie. Alors, la Sildavie, c'est une contraction entre Moldavie et pardon, j'ai un trou, et la Transylvanie. Voilà. C'est une contraction entre les deux. Donc, Tintin, pour ceux qui avaient ce type de référence littéraire, la Moldavie, c'était quelque chose comme ça. Alors, depuis que Poutine a envahi l'Ukraine en 2022, maintenant les projecteurs ont été allumés autour de la Moldavie, évidemment de la façon la plus détestable qui puisse être. Parce que les observateurs internationaux pensent que la prochaine victime des Russes, ce sera la Moldavie. Or, l'ogre russe en fera une bouchée en un rien de temps, tant le pays est minuscule, n'est pas armé, et en plus, il est bordé sur sa frange est par un territoire séparatiste, évidemment russe, qui n'a été reconnu que par les Russes, la Transnistrie, où on disait toujours c'est l'œil de Moscou, et on sait qu'il y a une base armée, donc il suffit de traverser le Dniepr. Quand on y était, c'est comme vous êtes au bord de la Seine, on voit entre la rive gauche et la rive droite,
on voit la Transnistrie tout près, on pourrait le traverser à la nage. Donc il y a ce regard, cette permanence armée de l'autre côté du fleuve qui est extrêmement angoissante. Alors c'est donc un pays très, très vulnérable. D'un point de vue politique, la Moldavie est dirigée par une femme, donc peut-être vous avez entendu parler d'elle, elle s'appelle Maia Sandu, c'est une pro-européenne, et la Moldavie a reçu le statut de candidat à l'Union européenne en juin 2022, en même temps que l'Ukraine, donc il y a un an, et donc il y a donc cet intérêt, cette attirance par l'Europe qui est représentée par Maia Sandu. Il faut savoir que les Russes ne voient pas ça d'un très très bon œil et qu'ils font tout pour créer des mouvements séparatistes actuels. Donc il y a beaucoup d'agitation en Moldavie et notamment dans une des provinces qui s'appelle la Gagaouzie, qui est au sud de la Moldavie. Alors, cette attirance européenne, je voudrais en toucher un mot en me référant à un texte, pour dire tout ça, il n'y avait rien de nouveau. Ce texte a été publié en français à Paris en 1919. Il s'appelle Ion George Pelivan, qui est un homme politique roumain et qui est né au mi-temps du 19e siècle. Et donc ce texte, j'ai trouvé à la BNF. Alors je vous lis. Il a écrit ça, donc je dis en 1919, et il étudie la Moldavie, c'était la Bessarabie, de 1812, quand l'Empire russe a pris main sur la Bessarabie, jusqu'à 1918. Il dit « Les circonstances malheureuses de l'histoire ont fait que la Bessarabie, en 1812, eut à souffrir pendant plus d'un siècle du régime autocratique russe. Malgré le mur chinois, je pense qu'il faisait allusion à la grande muraille de Chine, alors qui constituait, voilà, malgré le mur chinois que la Russie avait fait du Prout, qui constituait la frontière de la Roumanie. La Bessarabie était tout naturellement exposée aux courants politiques, sociaux, nationaux nouveaux de l'Europe. Donc dès le XIXe siècle, c'est déjà ça. Pelivan précise que parmi les mesures exceptionnelles mises en place par les Russes, la plus efficace, dit-il, parut être celle consistant à étouffer le sentiment national roumain de la population, c'est-à-dire la dénationalisation. Déjà, on pratiquait ça. C'est pour atteindre ce but, je continue la citation, que le gouvernement russe n'a reculé devant aucune mesure odieuse ou criminelle fût-elle. C'est ainsi que l'école, l'Église, la justice, l'administration, l'armée furent transformées en autant d'armes de russification. Voilà. Donc ce qu'on voit actuellement avec l'Ukraine, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Pour ce qui est de la démographie, je disais donc que c'est un petit pays avec 3 millions d'habitants. C'est aussi économiquement le pays le plus pauvre d'Europe. Son PIB, c'est le tiers par habitant, c'est le tiers de la Roumanie, c'est-à-dire à peu près 1/10 de la France. Alors, au début du XXe siècle, la population de la Moldavie, de la Bessarabie, était très mélangée. Alors ça, c'était aussi le résultat d'une politique du tsar qui faisait venir des populations diverses en leur offrant des avantages, un bout de terre, un bout de ceci, un bout de cela. Bon, voilà, c'était la politique mise en place. Et là, je vais également faire appel à quelqu'un d'autre, avec une autre citation. C'est un géographe qui s'appelle Emmanuel de Martonne. C'est un Français, c'est un spécialiste de l'Europe de l'Est, de la Mitteleuropéa. Il circule beaucoup dans ces régions. On est en 1919 et il travaille sur les frontières dans le cadre de la conférence de la paix. Donc autant vous dire que ça devait être un sacré boulot dans ces régions pour essayer de redessiner de nouvelles frontières. Alors ce monsieur était très très intéressé par la géomorphologie, c'est-à-dire les caractères qui sont liés au physique.
Et donc, je vais vous lire un passage, un extrait de son récit. Et son récit se lit comme une chronique. Il est ponctué de descriptions, des paysages, des anecdotes, des rencontres. Et donc là, il parle de la population de Bessarabie, et il fait mention des Juifs. Et je voulais attirer votre attention sur la façon dont il en parle. Alors là, il circule en voiture, il arrive à un carrefour, un croisement de route, et il écrit « Ces gens viennent de Bessarabie. En une minute, les voilà rassemblés autour de l'auto. Russes, Bulgares, Juifs, Gagaouzes, toutes les nationalités du sud de la Bessarabie sont représentées, sauf les Roumains. Cependant, tous parlent plus ou moins bien le roumain. Plusieurs avouent une nationalité autre que celle à laquelle on s'attendrait. Celui-ci, là, il a la face large et glabre, au nez plat, rappelant le type du petit Russien, et il se dit Gagaouze. Cet autre, qui se proclame bulgare, me rappelle par sa bonne figure, sa moustache grisonnante, son bonnet de fourrure, il me rappelle l'Oltéan des Carpates valaques. Ce juif-là, il semble un arien authentique. Je pense que le petit moustachu, l'horrible moustachu de Berlin dans les années 30, en aurait avalé sa cravate. Je poursuis encore sur sa description. Il dit les Juifs de Bessarabie n'ont rien de commun physiquement avec les Juifs polonais. Il écrit « Sous la casquette russe portant la moustache courte, je voyais des visages qui n'auraient pas étonné dans les rues d'une ville d'Europe occidentale. » Donc il mettait les Juifs de Bessarabie en plein dans l'Europe. Alors je vous épargne la description des Juifs polonais, parce que là, il est quand même pas très sympa. Ça ressemble un peu aux caricatures des années 40 en France. On est en 1919, je vous propose un retour en arrière, 1903, pour vous parler de ce fameux pogrom de Kishinev. Je disais qu'on trouve des écrits, pas beaucoup de restes de pierre. Alors tout se passe en 1903. Alors en janvier, tout est calme. La ville de Kishinev, c'est une ville moyenne très provinciale. Il y a 110 000 habitants, 45 000 juifs. Il n'y a pas de problème majeur entre les différentes communautés, en tout cas depuis 25 ans, c'est calme. C'est une ville qui est active, qui n'est pas très riche, mais il y a de l'activité, il y a des ateliers, il y a des commerces, on vend du vin, on fabrique de la bière, on travaille le cuir, donc il y a beaucoup d'activités. Il y a des gens pauvres, il y a des gens riches, mais pas très très riches. Il n'y a pas beaucoup d'indigents et on dit que les indigents sont pris en charge par leur communauté. Il n'y a pas de ghetto non plus. Les gens sont très mélangés. Les juifs pauvres vivent dans la basse ville ou dans les faubourgs parmi les pauvres. Les juifs riches sont plutôt concentrés en centre-ville, dans la ville dite haute, avec des grandes artères, mais tous les riches et tous les aisés sont dans cet endroit. Et il va y avoir, dans cette période, il y a toutefois un élément perturbateur. Cet élément perturbateur, c'est un journal qui s'appelle le Bessarabetz. C'est le seul journal qui a été autorisé depuis plusieurs années. Ça a été autorisé par le censeur qui est en même temps le gouverneur de la Bessarabie. Ce journal est foncièrement, grossièrement, terriblement anti-juif, systématiquement. Il y a par exemple un éditorialiste qui s'appelle Witz et qui signe sans arrêt des éditos attaquant la population juive, et il termine systématiquement chacun de ses éditoriaux par « mort aux juifs ».
Donc ce journal distille de façon horrible, j'allais dire, des propos, on ne parlait pas d'antisémitisme à l'époque, mais anti-juif, de façon âgée continue. Début 1903, il va y avoir un événement qui va se passer dans une ville qui est à peu près à une trentaine de kilomètres de Kishinev. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Mikhail Rybaleski qui est assassiné. On le trouve mort, il a 17 ans. Bon, c'est un drame, mais une enquête montre que il est victime d'une question d'héritage entre deux familles. C'est lui qui est la victime de ce conflit entre ces deux familles. Or, le Bessarabetz va commencer à lancer une rumeur et l'entretenir en disant que c'est les Juifs qui ont tué le garçon et ils l'ont fait pour un motif évident. Ils prennent le sang des chrétiens pour fabriquer leur pain azime. Le pain azime, comme vous savez tous, c'est de la farine et de l'eau. Enfin, voilà. Mais la rumeur prend de l'ampleur et elle est entretenue systématiquement par le journal. Alors, cette rumeur, en fait, elle est beaucoup plus vieille. Elle est beaucoup plus vieille. Elle remonte à, je ne sais pas, peut-être même avant, mais elle est reprise régulièrement, de façon systématique. Et évidemment, ça crée des peurs énormes, dans la circulation. Voilà, ça c'est, les rumeurs qui prennent de l'ampleur. Alors pendant ce temps-là, il y a des groupes qui se forment. Alors on suppose qu'avec un peu de vodka et quelques roubles, on entretient ça, on les emmène dans des tavernes et on leur dit à Pâques, la Pâques orthodoxe, à Pâques, on va attaquer. Vous avez toute liberté, vous allez pouvoir taper, frapper, il faut cogner sur la tête. Et après, vous pouvez vous servir, pour vous c'est gratuit. Alors, il y a comme ça des groupes qui sont emmenés, qui sont travaillés. Il y a des chefs qui se mettent à leur tête. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui sont interrogatifs, qui sont sceptiques. Alors, on leur dit, mais non, calmez-vous, le tsar est d'accord. Le tsar, il est d'accord. Et même, on va plus loin, c'est le tsar qui l'ordonne. Voilà. Donc on a, en début de 1903, tout ce développement de rumeurs qui s'amplifie. Alors le grand rabbin de Kishinev entend ça, et donc il va voir l'archevêque de Kishinev. Il dit, écoutez, c'est stupide, les rumeurs dites à vos popes, parce que les popes, évidemment, s'emparent de ça, et puis ils s'en donnent à cœur joie devant leurs fidèles de rapporter ce type d'histoire. Le grand rabbin va voir donc l'archevêque, et l'archevêque dit, non mais moi je ne crois pas ce que vous dites, grand rabbin. Il croit la rumeur, donc il ne va rien faire. Il y a donc des délégations qui vont aller voir le gouverneur, qui vont voir le chef de la police et qui vont dire, mais attendez, il y a des choses graves qui sont en train de se passer. Réponse des autorités, ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Il y a des petites gens qui vont voir le policier du coin, qui ont l'habitude, ils le voient tous les jours, ils viennent le matin, le soir, etc. Et on dit, ben voilà, on a peur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Policier, mais vous en faites pas. Vous en faites pas. C'est des gens de l'extérieur, donc du calme. Du calme, arrive la Pâques orthodoxe. Le dimanche matin, va commencer à se mettre en place des groupes, à gauche, à droite, un peu dans tous les arrondissements de Kishinev. On a là, par exemple, il y a un groupe qui part de ce monastère. On est un peu dans la ville basse de Kishinev, c'est le monastère Théodore Piron. Donc
et en 31 étages. Cette photo, c'est moi qui l'ai faite, c'est en 2019, pour dire que les choses orthodoxes sont en très bon état, hein. Le reste, beaucoup moins. Donc là, il y a un groupe qui part de Théodore Virone, et puis qui va se disperser dans les petites villes alentours, les petites rues alentours. Et là, donc ça c'est un exemple de petite rue qui est à 20 mètres de Pirone. On voit donc les maisons basses qui sont de plein pied. Donc ça c'est une petite rue, photo faite il y a 4 ans, pour voir que la façon dont ça se diffuse. Et donc pendant toute la journée, c'est les pauvres gens qui vont commencer par être attaqués, pillés, ils rentrent les groupes rentrent dans les magasins, ils tapent sur la tête des gens, et on voit d'ailleurs une photo qui a été faite à l'hôpital juif de Kishinev. Ils ont tous des bandages sur la tête. Donc la consigne qui était de frapper à la tête, voilà. Ils frappent à la tête, mais en même temps ils tuent, ils volent tout ce qu'ils peuvent voler. Et les petites gens n'ont souvent pas beaucoup, n'ont pas beaucoup de richesses. Et leur richesse, c'était souvent les édredons et leurs oreillers, enfin le matériel pour se coucher. Et ils éventraient les édredons. Et un témoin, c'était ma propre grand-mère qui l'a raconté à une cousine donc, qui est décédée. C'était comme de la neige qui flottait partout, et donc systématiquement tout était pillé. Ça c'était toute la journée, la première journée. Le lendemain, ça a recommencé. Cette fois-ci, les émeutiers sont rentrés plutôt dans le centre-ville, et donc là il y avait les banques, il y avait les bijoutiers, il y avait les beaux magasins. Donc ils ont recommencé, et là ils se sont servis copieusement. C'était ce qu'ils cherchaient. Alors, la police, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est son rôle. Et puis ils avaient dit, tout est sous contrôle. Ben, la Porrectalus, elle ne faisait rien. On n'a pas reçu d'ordre, disait-il. Donc, on ne fait rien. Et tout a été comme ça pendant les 2 jours, jusqu'à le deuxième jour, jusqu'à 19h. Alors, au bout, tout s'est arrêté. Le bilan de tout ça, ça a été 49 morts, des femmes, des enfants, des hommes. Il y a eu au moins 500 blessés. Et puis, il y a eu des milliers d'appartements, de boutiques qui ont été saccagées. On estimait à cette époque qu'il y avait 3 millions de roubles de dégâts. Donc je ne sais pas trop évaluer, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'était beaucoup. Alors qu'est-ce qui s'est passé autour de ce pogrom? Pendant le pogrom lui-même, il y a eu quand même quelques résistants. Alors là aussi, on trouve des histoires de telle ou telle personne qui ont réussi. Il y a par exemple un capitaine de pompiers. Et alors avec sa lance à incendie, il a arrosé les émeutiers, les manifestants, et donc ça les a calmés. Il y a même un commissaire de police, celui du 3e arrondissement, qui s'est opposé aux émeutiers, et donc il y a certains endroits, sans doute le 3e arrondissement de Kishinev, qui n'a pas été touché. Il y a eu le directeur de l'hôpital régional. Il y avait 2 hôpitaux, il y avait l'hôpital juif et l'hôpital régional. Le directeur de l'hôpital régional, lui, il a caché des médecins juifs, et il les a protégés de cette façon-là, et il l'a payé très cher, puisque quelque temps après, il s'est fait virer. Il y a même eu un prêtre qui a caché des familles, et c'était d'autant plus remarquable et d'autant plus courageux de sa part que son propre fils faisait partie des émeutiers. Voilà. Le gouvernement, il est un peu embarrassé, pour ne pas dire autre chose, dans cette affaire. Il va d'abord dépêcher un enquêteur qui s'appelle
Lopouchine, monsieur Lopouchine. Alors il arrive à Kishinev, il reste quelque temps, il auditionne des témoins. Il y a même une délégation juive qu'il reçoit, et cette délégation lui remet un rapport factuel de ce qu'ils ont récolté. En sortant de l'entretien, cette délégation est même contente de son entretien. Elle pense qu'elle a été écoutée. Alors tout ça, c'était très bien, ça dure quelques jours, et puis M. Lopouchine doit partir, et donc va confier la suite du travail à un juge d'instruction. Et ce juge, c'est qui? C'est M. Davidov, c'est celui qui signe Witch dans le Bessarabetz. Donc voilà un peu comment la suite de l'enquête s'est poursuivie. Il y a eu finalement, je veux dire finalement, parce que là aussi il a fallu des semaines pour qu'un communiqué officiel arrive. Alors je vais vous le lire parce que ça vaut son pesant de je ne sais pas quoi. Alors, le gouvernement finit par dire « Les causes des troubles est liée au rapport difficile entre juifs et chrétiens. » Donc là, il a découvert la lune. Hein. Les juifs ont provoqué les troubles en attaquant les chrétiens. Ils ont interdiction désormais de se défendre eux-mêmes. Alors là, si on analyse, est-ce qu'ils attaquent ou est-ce qu'ils se défendent, on a toute l'ambiguïté, on dirait du Poutine dans le texte. Hein. Donc, peut-être Poutine s'est inspiré de ça, mais enfin bon. Et puis alors, la police a eu du mal à intervenir car les rues étaient encombrées non seulement par des émeutiers, mais aussi par des foules de curieux. Voilà, donc la pauvre, c'était tellement difficile de se faire un chemin, il fallait bien la dédommager. Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces arguments n'ont pas trompé tout le monde. Hein. Les événements eux-mêmes et le rôle des policiers, de l'Église, des autorités politiques, voire celles du tsar, ont d'emblée été connus et reconnus. Alors, je vais vous citer quelques éléments, quelques textes. Ça, c'est Tolstoï. On est le 28 avril, on est donc 3 semaines après les événements. Il écrit, hein, « J'ai éprouvé un sentiment d'horreur devant le vrai coupable de tout, notre gouvernement avec son clergé qui abrutit et fanatise les hommes et sa bande de brigands fonctionnaires. » Maxime Gorky, lui, il dénonce la conscience dépravée qui a poussé la foule aux assassinats. Je cite un autre auteur russe qui n'est pas connu, mais que je trouve très intéressant, qui s'appelle Vladimir Korolenko. Il est arrivé évidemment aux mêmes conclusions. Il a écrit un roman formidable, très court, qui s'appelle Maison 13, et ce roman n'a pas été publié très vite en Russie, comme vous pouvez le deviner, mais il a d'abord été publié en Angleterre. Ailleurs dans le monde, le pogrom de Kishinev a suscité des tas de manifestations. C'était à Paris, à New York, à Londres. Dès le mois de juin, le déroulé des événements est connu, ainsi que les principaux responsables, les protagonistes. En France, on trouve des journaux. Alors il y a le 6 juin 1903, donc l'Assiette au beurre, qui fait un numéro spécial consacré entièrement au massacre de Kishinev et qui montre bien la présence et le rôle du tsar dans cette affaire. Il y a un autre journal qui s'appelle le Journal du Dimanche, qui est publié le 31 mai et qui fait un descriptif et une analyse de la situation absolument remarquable. Il y a Jean Jaurès. Jean Jaurès s'empare de l'affaire et à 2 reprises il intervient. Toujours le 6 juin, il publie un article dans la Petite République. Le titre c'est « Les responsables ».
Dès les premières lignes, il parle des atrocités commises à Kishinev, qui, dit-il, je cite, sont la honte de la Russie officielle qui les a organisées ou tolérées. En Amérique, il y a des protestations, il y a des milliers de signatures qui sont envoyées au tsar. Il y a même le 26e président des États-Unis, c'était Theodore Roosevelt, qui lui aussi envoie un message d'inquiétude et de protestation au tsar. Ce qui est frappant, c'est que ce mouvement touche les consciences internationales. C'est un peu la lumière contre la barbarie. Mais ce qui est désespérant, c'est que ça n'a servi à rien. À rien. En Russie même, les pogroms, les attaques, les exactions, les meurtres n'ont pas été arrêtés pour autant. Et là, si je fais référence à l'American Jewish Yearbook, on trouve un recensement des pogroms, enfin ce sont des articles de presse, hein, voilà. Dans ces articles, entre le pogrom de Kishinev, c'est-à-dire 1903, et celui de Bialystok en 1906, 3 ans, on a plus de 250 attaques et pogroms qui sont perpétrés dans la zone de résidence de l'Empire russe. Une nouveauté à signaler, c'est qu'à ce moment-là, la leçon que les Juifs en ont tirée, c'est qu'ils se sont mis de plus en plus en ligue d'autodéfense. Ce qui est... Pardon ? Avec Jabotinsky. Absolument. Mais Jabotinsky, et c'est le Bund, même le Bund, donc le mouvement socialiste, qui déjà a commencé à préconiser de se constituer en ligue d'autodéfense. Voilà. Donc, il y a eu donc ces recherches et documentaires dont je vous ai fait part un petit peu, et aussi la visite sur place. Alors sur place, je dis nous, hein, nous avions rendez-vous avec une historienne qui s'appelle Irina. Alors on voulait avoir plus d'informations concrètes sur la vie quotidienne, sur les résultats après le pogrom, ce qui s'était passé, etc. Mais je peux dire que nous avons été un petit peu déçus parce que les informations étaient peu abondantes. En fait, Irina a énormément travaillé sur l'histoire des Juifs à Kishinev. Pendant 10 ans, elle a recueilli des objets, des livres, des témoignages, des tas de choses. Mais on ne pouvait pas voir parce que tout était dans des caisses. C'était bouclé dans des caisses. On lui avait dit qu'on ferait une exposition avec tout ça, mais dans le cadre d'un musée d'histoire de la Moldavie. Alors on était en 2019, c'était donc il y a 4 ans. Moi, ce que j'ai entendu par là, donc on n'a rien vu, dire bon, on va faire un musée de l'histoire, etc. J'ai pris ça pour une manœuvre dilatoire. Mais je peux dire que je croyais ça jusqu'à aujourd'hui 14 h, puisque j'ai eu une surprise en lisant le journal Le Monde d'aujourd'hui. Il y a une page d'un reportage fait en Moldavie et la journaliste, dans ce reportage, dit « Je suis allée au musée d'histoire de Kishinev où il y a une exposition sur le pogrom de 1903. » Donc, je vous donne une information toute fraîche qui date d'il y a quelques heures, et c'est le journal Le Monde d'aujourd'hui. Voilà, voilà le monument en mémoire donc, je montre, en mémoire du pogrom de 1903. Alors ce monument, il est grand de 1,50 m, hein, c'est à peu près comme ça. Hein. Érigé en 2003, donc 100 ans après le pogrom de Kishinev, et il se trouve dans... On peut montrer. Alors, dans un parc, je peux montrer le parc. Voilà. Alors, il est dans ce parc. Alors, ce parc, c'était avant le cimetière de Kishinev. Donc, à la photo à droite, il n'y a plus que 20% du cimetière juif
qui est resté. Il y a une espèce de chaos de stèles les unes sur les autres. Il y avait des beaux arbres qui permettaient aux gens qui venaient d'avoir un peu d'ombre. Ils ont été sciés, pour quel motif, on n'en sait rien. Mais enfin voilà, on voit le cimetière qui est nu. Et donc l'autre côté, c'est devenu un jardin public. Et donc ce jardin public, il y a ce petit monument dans un coin. Et dans ce jardin public, quand on se promène, de temps en temps émerge une petite stèle. Ouais. Voilà, donc je continue donc notre visite, sympathique visite en Moldavie. Donc on est avec Irina pour voir un petit peu les sites sur lesquels s'est déroulé le pogrom. Et puis elle et puis un autre chercheur qui s'appelle Yuliu nous emmènent en visite dans toute la Moldavie. Alors cette visite, c'était un peu particulier. Eux étaient chargés par je ne sais plus quel organisme de faire un recensement des cimetières juifs de Moldavie. Parce que quand il y a cimetière, ça voulait dire qu'il y avait vie localement. Et donc, nous voilà embarqués, on était toutes les trois avec eux deux, dans une petite voiture de location qui avait 250 000 km au compteur, qui était conduite par Yuliu. Et pendant 2-3 jours, on a fait la tournée moldave des cimetières. Voilà, c'était... Contre toute attente, on a bien rigolé. On a profité d'ailleurs dans cette tournée des cimetières, de franchir la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Il y avait un pont qui devait faire peut-être 100 mètres, mais enfin on a mis à peu près 1h30, il fallait des tampons, pour aller à, ça s'appelait Magili Podolski, parce que je pense que ma grand-mère, enfin donc son arrière-grand-mère paternelle, était née là-bas. On soupçonne, voilà. On n'est pas sûr, mais on a quelques indices. Alors, ça c'était donc le voyage, et en rentrant, l'historienne m'avait mise en relation avec une jeune femme qui s'appelle Anna, qui était absente à notre visite, qui travaille sur les archives. Et Anna, on a correspondu par mail comme ça, et Anna nous envoie à un moment donné une information disant que l'arrière-grand-père habitait rue Pouchkine, au numéro 33. Il faut savoir, la rue Pouchkine, c'est une rue très, très importante, très centrale dans Kishinev, et qu'il avait 2 magasins au 45 et 54 rue Pouchkine. Alors il faut savoir, que je précise ça, parce que ce n'est pas totalement banal, c'est quand nous sommes allés là-bas, on a loué un appartement par une plateforme bien connue, enfin qui est partout. Et cet appartement qui était dans un immeuble de la période soviétique, très dégradé, avec des boîtes à lettres en lambeaux, avec un ascenseur branlant, on avait la trouille quand on était dedans, on ne savait pas si on allait arriver. Bref, cet immeuble, cet appartement était situé rue Pouchkine, au numéro 35. Donc ça veut dire que, par le plus grand des hasards, on a logé exactement, mais exactement, à l'endroit où mes aïeux habitaient. C'était quand même une coïncidence absolument incroyable. Voilà, donc ça c'était une chose voilà, que j'ai trouvé moi extraordinaire et qui m'a donné envie de poursuivre dans cette filière. Alors évidemment, on était en 2019, derrière il y a eu le confinement, la pandémie de Covid, puis l'année dernière la guerre en Ukraine. Tout ça a fait que les choses se sont un peu distendues, mais néanmoins, c'est en 2021 que finalement j'ai écrit ce petit livre sur Kishinev, Adieu Kishinev, parce que j'avais ressenti une telle émotion
une telle émotion en faisant ces démarches, en découvrant ce qu'avait pu être ce pogrom, qui a été finalement décisif dans l'orientation de notre famille, que donc il me paraissait très important et j'ai eu envie d'écrire et donc je l'ai écrit. Ça c'était, j'allais dire, un aboutissement. Donc on est loin, j'allais dire, de nouveau loin entre Irina, Anna, etc. Il ne se passe rien pendant quelques temps. Et l'année dernière, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'autre. J'ai eu envie de faire quelque chose, une expérience. Eh bien, je sais que ce n'est pas permis, donc répétez pas. J'ai fait un test ADN. L'idée dans tout ça, c'est de me dire, peut-être que je vais trouver des gens qui étaient à Kishinev, enfin voilà, des choses en commun. Donc en mars 2022, donc il y a un an, je reçois les résultats, et puis ce site dit, vous avez des morceaux d'ADN communs avec telle personne, etc. Il y en a beaucoup dans le monde, il y en a 2000. Donc, je ne savais pas que faire de ça, donc je me dis, je vais écrire à la première personne avec qui j'avais un peu plus d'ADN qu'avec les autres. Donc je lui écris, elle est aux États-Unis, elle est de ma génération, et une chance, elle me répond. Elle me répond très vite. Et puis, on échange dans la journée, ping-pong, questions-réponses, etc. Et le soir, on arrive à la conclusion suivante, que nos grands-pères étaient frères. Ils sont frères. C'est deux branches qui ne se sont pas vues, parler, connues, rien, depuis 120 ans. Pourquoi? Et il y a eu une branche, la mienne, qui était en Égypte. L'autre branche, c'est la guerre de 14-18, c'était la révolution bolchevique, c'était le stalinisme, c'était le monde soviétique. Et ma nouvelle cousine, parce que c'est comme ça que je l'appelle, elle est née en Union soviétique avant d'émigrer aux États-Unis. Et donc, voilà, par cette démarche-là, j'ai découvert une nouvelle personne de la famille. Sauf que, il y a une nuance à apporter. Je vais apporter une nuance. J'avais fait cette démarche comme un pêcheur lance un filet, on ne sait pas ce qu'on va attraper. Sauf que je cherchais comme ça, du côté de mon père, et cette cousine, c'est du côté de ma mère. C'était le père de ma mère. Donc c'était mais c'était quand même très bien. Et puis depuis, elle est venue à Paris, elle est à Washington, je suis allé à Washington, enfin bon. Et on a même fait ensemble, au mois de mars dernier, pardon, je traîne là, donc je vais aller très vite pour terminer. Je disais que, oui, puis on a même fait ensemble un voyage en Israël. Pour elle, c'était la première fois. Voilà. Donc, j'arrive maintenant proche de la fin. Je voudrais terminer par l'Égypte. Attendez, vous n'avez pas dit quand est-ce qu'elle est partie de Kishinev après le 1903. Oui, mais à quel mois? Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient à Odessa en décembre 1903, oui. Et ils se sont embarqués à Odessa, ils ont pris le bateau, le 4 janvier 1904. Quand est-ce qu'ils sont partis? C'est bien une question. Combien de temps sont-ils restés à Odessa? Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma grand-mère c'était pas une femme au foyer au départ, elle était modiste, alors elle faisait des chapeaux, et elle avait, et j'ai entre les mains son diplôme qui datait de juillet 1903 à Kishinev, où on dit qu'elle a le droit de faire des chapeaux, de créer, de fabriquer, de vendre, elle a le droit d'avoir sa boutique, elle a le droit d'avoir des salariés, elle a le droit de former des apprentis. Donc un diplôme, il est grand comme la table,
Et il raconte tout ça. Alors, quand est-ce qu'ils sont partis? Je ne sais même pas quand ils se sont mariés. Je suppose, compte tenu de la première naissance, qu'ils se sont mariés au printemps, donc tout de suite après le pogrom, mais je n'ai pas de preuves. Peut-être un jour j'en aurai. Entre l'été et décembre. Voilà, donc je disais, je voulais juste revenir un petit peu, pardon, Non, excusez-moi. sur l'Égypte. Et je dis, c'est la même. Il y a un événement majeur va interrompre la vie que ma famille avait en Égypte, qui était une vie plutôt douce, plutôt confortable, je dirais. Ça se passe le 26 janvier 52. C'est le grand incendie du Caire. Là, des émeutiers de nouveau envahissent la ville. Ils manifestent, mais en même temps, ils saccagent, ils pillent, ils brûlent. Plus de 300 établissements sont des commerces, des hôtels, des banques sont dévastés. Ils appartiennent tous à des étrangers. Moi, j'ai souvenir de ça. J'étais très petite fille encore à cette époque. J'avais 5 ans. Je me souviens de la fenêtre de notre immeuble. Il y avait en face de nous un magasin, Papazian, je me souviens bien du nom. Il vendait des pianos. Et donc les émeutiers sont venus, ils ont soulevé le rideau de fer, ils ont tiré un piano au milieu de la chaussée et ils l'ont brûlé. Et les flammes, je me souviens des flammes qui léchaient l'immeuble, et je me souviens de la panique des gens dans l'immeuble. Et voilà, c'est cet événement qui a décidé mon père de quitter l'Égypte. Donc 3 mois après, on partait, on s'est envolé pour l'Europe, et mon père n'a jamais remis les pieds en Égypte. Donc il a refait à peu près 50 ans après exactement ce que son père avait fait. Donc quitter un endroit devenu hostile et dangereux pour des zones qui sont plus paisibles, plus pacifiques et plus accueillantes. Voilà, donc j'ai fait le tour de la démarche. J'ai fait des recherches, mais je ne suis pas historienne, donc on pourrait toujours me trouver des éléments qui sont discutables, mais j'ai voulu raconter un moment de la vie d'une famille, comment un grand événement va modifier le destin de toute une famille, et cela pendant des années et des années. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute, et si vous avez des questions, je suis prête à répondre dans la limite de mes connaissances. Hein.